Jane était agacée. Elle avait une séance à venir, beaucoup de dettes à payer, pas un centime à dépenser, et puis il y a eu les funérailles. La voisine de sa mère, tante Clava, a appelé et a dit que les funérailles auraient lieu dans un jour. C'est des billets aller-retour, et probablement le coût des arrangements si Danny ou Victoria ne s'en occupaient pas. Je me demande s'ils le savent déjà. Mais écrire à son frère ou à sa sœur, l'orgueil ne le permettrait pas. Jane a décidé de ne pas y aller, de ne pas dépenser et de voir les proches avec leurs ricanements et leurs plaintes. Elle étudie de toute façon, donc elle n'a rien à faire là-bas. Elle viendra plus tard et s'assiera sur la tombe. Il n'y avait ni regret ni désir sur le visage de Jane. Plutôt une irritation avec une touche de tristesse due à la perturbation du mode de vie habituel. Sa relation avec sa mère, son frère aîné et sa sœur avait été difficile toute sa vie. Sa mère l'a façonnée en une jolie fille, lui a interdit de sortir et de faire ce qu'elle aimait. Obligée d'apprendre des leçons, d'aider à la maison, de repasser son uniforme scolaire dès le soir. Le fruit défendu n'en fit qu'un signe plus fort. Elle a battu sa fille têtue pour sa première cigarette et lui a pris son téléphone quand elle l'a vu embrasser un garçon à la porte. Son frère l'appelait une vilaine fille, et sa sœur roulait des yeux et gloussait la langue. Finalement, à l'âge de 16 ans, Jane, se disputant avec sa mère à propos d'un beau, s'est cassée et a quitté la maison. Elle a vécu avec un mec, a terminé ses études, puis est partie avec lui à 500 km de là dans une grande ville. Elle a travaillé longtemps, a survécu à la rupture, mais a économisé pour ses études, et ce n'est qu'à l'âge de 23 ans qu'elle est finalement entrée à l'université, lorsqu'elle a réalisé la valeur et la nécessité d'un diplôme et d'une éducation. La jeune fille n'entretenait de relations avec aucun de ses proches, elle avait suffisamment d'amis et de collègues. Des rumeurs, bien sûr, sont venues, quoi et comment, mais Jane ne les a délibérément pas recherchées. Pourquoi? Pour être réprimandée une fois de plus? Non. Maintenant, Jane ne voulait pas sacrifier même une fraction de ce qu'elle avait travaillé dur et longtemps pour atteindre. Elle étudiait, travaillait et il était irréaliste de trouver du temps pour un voyage. Et elle ne voulait pas, pour être honnête. Ils vont s'en sortir sans moi, décida la fille et rapprocha le contour. Sa mère n'avait pas réussi à façonner une fille décente à partir de Victoria. Contrairement à sa sœur cadette simple, elle avait un caractère rusé et douteux, passé par la tête et n'avait pas peur d'utiliser des méthodes que d'autres semblaient sales. Ainsi, sans beaucoup de relations ni d'études supérieures, Victoria est devenue gérante d'une petite agence de voyage à l'âge de 28 ans dans la capitale. Elle avait une coupe de cheveux courte et avait généralement l'air très hépatique, avec des tatouages sur tous les bras, un maquillage éclatant et expressif après une visite chez l'esthéticienne. La nouvelle du décès de sa mère a surpris Victoria dans un autre pays, alors qu'elle venait de s'enregistrer dans un hôtel avec une petite amie. Le voyage était un voyage de 10 jours. En tant que femme calculatrice et pratique, Victoria a calculé combien il en coûterait d'avoir un vol de retour imprévu et un bon manquant, sans parler de vacances gâchées. La décision était évidente, rester et se reposer. Victoria pourrait se rendre aux funérailles de ses parents si elle le souhaitait. Elle était dans une bonne situation financière. Mais le principe est intervenu dans la situation. La gestion n'est pas pour les femmes, grommela sa mère. Notre métier est de garder la maison et le foyer confortable, de garder l'argent. Laisser les hommes gagner de l'argent, c'est leur destin naturel. Nous avons un but différent. Eh bien, quel but, maman? Nous ne sommes pas des rouages dans un moteur. Les gens choisissent ce qu'ils veulent être. Victoria a argumenté. Cela ne te servira à rien si tu vas à l'encontre de la nature, mère était catégorique, tu es déjà allé peindre des tableaux, et il est temps de penser à ta famille. Victoria, à sa manière préférée, leva les yeux au ciel et s'assit. Parler de famille, de mari et d'enfants la bâillonnait depuis qu'elle était en transition. L'ancienne croyance de sa mère l'énervait plus qu'autre chose. Inculquer l'humilité et la soumission s'est terminé avec la fille faisant le contraire. Elle a coupé ses robes avec des ciseaux, mis des jeans et des tenues agressives. Au lieu de cuisiner des plats, elle a choisi des croquis de futurs tatouages. Au lieu de romance pour des bouquets et du travail au noir, elle cherchait des connaissances rentables. Elle savait qu'elle voulait diriger, décider et sortir de cette boîte de valeurs traditionnelles dans laquelle sa mère l'avait obstinément poussée. Bien sûr, à l'âge de 28 ans, son rêve était devenu réalité. Une chaîne de connexion utile l'a amenée au propriétaire d'une agence de voyage. Victoria a rapidement trouvé un emploi là-bas, puis a eu une liaison avec un homme et a fait en sorte qu'il lui ait réédité l'entreprise.
Derrière a laissé une vie brisée de l'ex-femme, un tas d'employés indésirables licenciés et un tas de ragots. Mais la fille ambitieuse s'en fichait. Les gagnants ne sont pas jugés, comme on dit. Victoria a combiné la direction du parti et des voyages constants. À la maison, elle ne pouvait même pas survivre au cactus, sans parler des maris, des enfants et des chiens. Victoria, égoïste autosuffisante, n'aimait qu'elle-même sans contrepartie et ne voulait cracher sur personne d'autre. Posthum s'est rapidement débarrassé du prétendant. Prendre ses affaires était très facile d'un point de vue juridique. Victoria se rendait chez sa mère une fois par an, voire moins souvent. Elle s'ennuyait chez ses parents, il n'y avait aucun moyen de gérer. Danny était le seul à pouvoir attirer l'attention d'une horde d'enfants lorsque ses visites chevauchaient celles de Victoria. Jane s'est enfuie avec son petit ami. Cela laissait les disputes avec sa mère, ce qui n'était pas nouveau d'année en année. Aux grandes dames de Barbara, Helga a commencé à boire et à se plaindre de sa santé. Victoria avait hâte de sortir de la maison de son père le plus tôt possible, afin de ne pas se croiser et de ne pas écouter les plaintes de la vieille femme. Frère va régler ça lui-même, c'est un homme et c'est l'aîné, a décidé le patron hépatique de l'agence de voyage à propos de la nouvelle. Elle aurait dû y aller il y a longtemps, que Dieu lui pardonne, pensa-t-elle un peu plus tard, mais ne le dit pas à haute voix, pour que sa petite amie n'entende pas. Si Helga essayait de faire de ses filles de vraies femmes, alors elle élevait un vrai homme en son fils. Mais encore une fois, tout s'est avéré être un gâchis. Danny dès son plus jeune âge a été obligé presque partout de résoudre ses propres problèmes, de se défendre et de ne pas rugir. Si la mère de Victoria et Jane était pauvre en admonestation féminine standard, elle exigeait de son fils fermeté, dureté de caractère, entêtement et détermination. Cela a finalement porté ses fruits. Danny était en effet un leader dans la classe, le chef de la classe et le premier dans les études. Mais dans l'ombre des réalisations se cachait l'insensibilité du cœur, le despotisme, le style de comportement narcissique, l'indifférence aux problèmes des autres. Il pouvait faire des blagues caustiques sur des camarades de classe qui comptaient secrètement sur son regard intéressé. Il aurait pu gronder contre ses sœurs et sa mère elle-même. Jane toute son enfance s'est cachée de son frère dans les coins, quand il est rentré de mauvaise humeur, n'a pas compris avant les larmes des autres à cause d'une mauvaise note ou d'une injustice mondaine. Après l'école, le gars est entré dans l'armée et a décidé de devenir un militaire pour de bon pour son statut et ses avantages. Il a épousé une fille timide de l'arrière-pays, a fait un enfant et à l'âge de 33 ans a déménagé avec sa famille au bord de la mer. On ne pouvait que deviner ce qui se passait à la maison avec Danny, car sa femme n'osait pas dire un mot contre lui, seule une ombre en robe regardait derrière le dos de son mari. Il était clair qu'il trompait sa femme et ressentait en général son impunité totale. Danny est rentré à la maison principalement à cause de problèmes de paperasse. Il savait que sa mère avait commencé à boire, mais il se limitait à de rares appels de service et à envoyer de l'argent avec les mots « Tiens, va chez le médecin ». Il considérait Victoria comme une femme déchue, Jane une imbécile pure et simple et une perdante, et se donnait toujours en exemple pour eux, sans écouter aucun argument. En conséquence, lorsque tout s'était presque séparé, la communication a d'abord été réduite à sécher « bonjour » dans les murs de la maison, puis à de courts textes en vacances, et plus tard est complètement étouffée, et tout le monde était satisfait de tout. L'appel du voisin est venu au petit déjeuner. Danny écoutait les nouvelles avec un visage pierreux. Il réfléchit à ce qu'il fallait faire. Le décès d'un parent est une raison valable. Et il était certainement possible de quitter le service. Mais, tout d'abord, c'était un long chemin à parcourir en avion. Deuxièmement, il n'avait depuis longtemps aucun lien chaleureux avec ses sœurs ou sa mère, seulement une relation de sang réelle. Il n'était pas rentré chez lui depuis 2 ans et ne s'en était pas du tout soucié, et voici un enterrement. Quelque chose qui ressemblait à un désir piquait le cœur de Danny, mais il s'est rapidement estompé. « Tu voleras » demanda timidement sa femme en servant du café. « Non, j'enverrai de l'argent. »« Ils s'organiseront là-bas, » dit l'homme. « Et l'héritage » la femme a encore demandé. Danny a soudainement pensé. « Tu as raison. Mais nous ne savons pas si ma mère a laissé un testament. Et sinon, nous avons déjà la maison pour 3. Selon la loi, nous n'avons pas à tomber en panne non plus. De nos jours, de tels cas peuvent être résolus à distance. » Violette se tenait près de la fosse fraîche avec une jeune fille à ses côtés. Outre eux, il y avait environ 10 autres personnes aux funérailles, voisins, amis et anciens collègues du défunt. Ils ne sont jamais venus.
Tante Clava s'est épongé les yeux avec un mouchoir et a ajusté le bandage de deuil noir sur sa tête. Oh, ce n'est pas chrétien pour les enfants de ne pas dire au revoir à leur mère. On ne peut pas les faire. La fille soupira, serrant les œillets dans ses mains. Tu as raison, Barbara, tu as raison. Helga les a élevés, elle y a mis toute son âme. Mais les enfants ont grandi si ingrats, se plaignit Violetta, peut-être qu'au moins ils visiteront la tombe. À la modeste veillée, il y avait beaucoup de mots gentils et de larmes. Mais pas une seule personne n'a demandé à Violetta et Barbara pourquoi aucun des enfants du défunt n'était là. Et ils n'auraient pas su quoi répondre, puisqu'ils avaient personnellement appelé tout le monde. Ou plutôt, Barbara le savait, mais elle avait été trop respectueuse d'Helga de son vivant et trop respectueuse de sa mémoire après sa mort pour expliquer à chacun de ses résidents exactement de quoi il s'agissait. « Et pourquoi pleures-tu, dis-moi » Sérieusement, Helga regarda le visage rouge de son fils. Le garçon se frotta les yeux avec son poing et désigna le bac à sable où un autre garçon, un intimidateur juvénile, s'amusait avec son tout nouveau camion jouet bleu. « Il t'a frappé et tu pleures. Tu dois être un homme. » Helga a réprimandé son fils. « Ou tu seras toujours comme ça, tu marcheras toujours. » Danny sanglotait et regardait le délinquant. « Ne frappez pas en premier, mais si vous êtes touché, ripostez. » Sa mère l'a réprimandé, et ne rend pas le tien à moins qu'on ne t'ait demandé et dit, s'il te plaît, d'abord. Dane s'assit sur le banc et son cerveau de 6 ans digéra les paroles de sa mère. Helga surveillait l'enfant mais n'était pas pressée de rendre elle-même le jouet de son fils. Après quelques minutes, Danny se leva, se dirigea vers le bac à sable. « Rendez-moi ma voiture, s'il vous plaît, a-t-il demandé au délinquant. L'intimidateur a jeté du sable sur Danny au lieu de répondre. Au même moment, le garçon se jeta sur Nikita et scella fermement Barbara à l'arrière de sa tête avec une spatule en plastique. Bientôt, une sirène retentit à nouveau du bac à sable, mais d'une source différente. Un Danny froissé en shorts sales portait fièrement le camion bleu à la maison. Ce jour-là, il a réalisé quelque chose, que la force brute fonctionne mieux que le mot « s'il te plaît ». À l'époque, son père vivait toujours avec eux et participait également à l'éducation de leur premier enfant. Il a interdit d'imposer à son fils des devoirs féminins et des tâches ménagères, a déclaré qu'un homme devrait apprendre à gagner et à se battre, des pots pour laver et repasser le linge seront sa femme. En conséquence, le garçon ne savait pas comment faire un lit ou faire frire des œufs brouillés à l'âge de 9 ans. Mais il a rapidement réalisé sa supériorité sur les filles et avec cette position est entré dans l'âge adulte. Son père a eu un accident et est décédé quand Danny avait 13 ans, Victoria avait 8 ans et la petite Jane venait d'avoir 2 ans. Max était un tyran tranquille et exigeait une obéissance totale de toute la famille. Helga voulait que son fils respecte les femmes et soit fort d'esprit, mais la mauvaise influence de son père avait déjà pris racine dans le subconscient du garçon. Le bruit de la vaisselle cassée dans l'évier a sorti Olga de la fosse après une nuit de travail en tant que cuisinière. Elle a entendu le bruit et les grondements de la cuisine. « Nettoyez votre propre désordre !» cria Victoria en pointant son doigt vers une assiette sale sur la table. « C'est votre travail. » Danny haussa les épaules et laissa indifféremment tomber la vaisselle par terre. « Arrête ça !» Helga leur a crié à tous les deux, « Victoria, est-ce difficile pour toi de nettoyer et d'aider ton frère ?»« Maman, je ne suis pas une femme de ménage pour nettoyer après tout le monde. » La fillette de 10 ans scandalisée a mis ses poings à ses côtés. Il a des examens, il étudie, il est fatigué. Eh bien, qu'est-ce que tu es, comme une petite fille? Helga a plaidé. Elle ramassa silencieusement une assiette sur le sol, en dégagea une deuxième de la table, nettoya tout. Et se retourna. Danny avait quitté la cuisine avec une expression triomphante sur son visage. Victoria respira bruyamment, ses narines s'écarquillant. « Ma fille, tu es plus intelligente, tu devrais être plus douce, plus flexible. » Mettant une main sur son épaule, dit Helga. « Je ne veux pas. » Victoria a objecté. « Je ne veux pas être comme toi. » Elle frappa des pieds et s'enfuit dans sa chambre. Luttant pour subvenir aux besoins des enfants après la mort de son mari. Helga travaillait très dur, prenait plus de quarts de travail, n'était pas partie en vacances depuis des années et avait toujours sa propre entreprise et son jardin à la maison. Pas de vie personnelle, pas de passe-temps, pas de passe-temps. Helga a vécu pour ses enfants et le désir de leur donner le meilleur, éducation, camp d'été, vêtements, goodies, jouets.
Elle a acheté quelque chose pour elle-même lorsque la chose précédente s'est usée et déchirée. Un jour, une femme s'apprêtait à se rendre à une conférence parents-enseignants pour la classe de 11e année de son fils. Dani regarda sa mère, des chaussures trapues, une jupe extensible avec une vieille tache d'huile, un chemisier et une veste à la mode de la fin des années 90. Le garçon plissa le nez. « N'y va pas, je dirais que tu as travaillé. » Il a arrêté la femme qui allait partir. « Pourquoi, fils ? » Helga est perplexe. « Ils penseront qu'on est des mendiants. »« On y va ?» Dani a répondu brièvement. « Ne m'embarrasse pas, maman. » La femme se figea sur le pas de la porte. Elle avait à peine quitté le travail pour entendre parler des progrès de son fils de la bouche des enseignants. Helga se tourna vers le miroir étroit à la sortie et jeta un coup d'œil à son propre reflet. Devant elle se tenait une dame fatiguée et désagréable avec des poches sous les yeux. « Va te reposer », Dani a pris sa mère par le coude. « Je ne suis pas un sous-performant, ils ne me gronderont pas à coup sûr. » Mais tu sais que, Helga est retournée dans la pièce et des larmes lui sont montées aux yeux. Lorsque Dani est partie pour l'armée, Victoria avait 14 ans. Elle avait espéré que ses filles deviendraient ses aides, mais c'est exactement le contraire qui s'était produit. L'âge de transition de Victoria a commencé à apparaître tôt, mais très clairement. Il était immédiatement clair que les gènes de son père avaient laissé leur marque, et ici la fille hystérique fermait la porte à n'importe quelle occasion, rugissait et faisait un signe de tête aux tentatives de sa mère de lui imputer une sorte de moralité. Mais parmi ses copines et amies, Victoria jouissait d'une autorité et d'un pouvoir incontestables. Elle était capable d'expulser ou de punir ceux qu'elle n'aimait pas. « Tu ne peux pas faire ça, ma fille », soupira Helga en écoutant les histoires vantardes de Victoria, « tu te feras des ennemis. » « Oui, » répondit la fille, « tu ne peux pas faire ça. »« Je peux. » Le mari aussi sera tellement tourmenté, et s'enfuira donc au bout d'une semaine, secoua la tête de sa femme. « Qui a dit que j'en aurais même un ?» Victoria croisa ses bras sur sa poitrine. « Qu'en dis-tu » Helga a écarté ses mains, et une famille. Tôt ou tard, vous aurez besoin de chaleur, de réconfort, d'enfants à allaiter. Toi, dégueulasse. Je t'ai assez vu. Merci, non, il y a des choses plus intéressantes dans la vie que de laver et de nourrir un bébé. La conversation était terminée. Helga s'était demandé à plusieurs reprises pourquoi les enfants avaient grandi pour être opposés au lieu de ce qu'elle les avait élevés pour être. Au lieu de l'amour, de la compréhension et du respect chez tout le monde, Helga a vu l'égoïsme et le but personnel. Dani est resté dans le service contractuel et s'est inscrit comme étudiant à temps partiel à l'université pour se qualifier pour un grade d'officier à l'avenir. Il n'appelait presque jamais, et quand il a décroché le téléphone, il a fait signe qu'il n'avait pas le temps de parler. À la fin du lycée, Victoria était plus préoccupée par sa propre apparence que par les notes et la préparation aux examens. Elle a travaillé à temps partiel à différents endroits pour se faire tatouer et se faire couper les cheveux à la mode. Helga ne connaissait pas le premier depuis longtemps, le second acceptait avec un étirement se calmant avec le fait que les cheveux ne sont pas des dents et pouces. Et les photos sur le corps de sa fille qu'elle a vues alors qu'il était déjà tard. Un morceau de tatouage est sorti de sous la manche de son t-shirt. « Pouvez-vous les voir ?» demanda Victoria en regardant sa mère regarder son bras avec horreur. « Tu veux tout voir ?» La fille a enlevé une partie de son t-shirt. Un dragon de feu aux couleurs marbrées et aux taches lumineuses regarda Helga. « Pourquoi ? Pourquoi, dis-moi » La femme s'assit frustrée sur un tabouret. « Je le voulais comme ça. » Victoria haussa les épaules. « Tu aimes ça ? Ce n'est pas bien. Tu seras vue comme une femme salope. Un gars décent n'a pas besoin d'une fille peinte. » Maman, quand tu étais enfant, les tatouages n'étaient faits qu'en prison et par des filles de vertu facile. Dans ta jeunesse, tu devais aller à l'école, te marier et avoir un bébé. Dans votre image du monde, les filles portent des robes et les garçons portent des pantalons. J'en ai tellement marre de vos conférences. Elle jeta le chiffon sale utilisé pour essuyer la table contre le mur et courut dans sa chambre. Et le soir, Victoria a ostensiblement jeté ses jupes et robes déchiquetées sur le tapis devant sa mère. « Tu ne peux pas me faire porter ça maintenant, peu importe combien tu veux. » Elle a jeté avec colère la pile de chiffons dans le four avec ses pieds. Helga ne se disputait plus. Elle n'essuya à la hâte qu'une larme lorsqu'elle vit dans la pile de chiffons la robe bleue qu'elle avait achetée pour la remise des diplômes de sa fille. De temps en temps, Helga recevait la visite de sa voisine Violetta,
une grand-mère dynamique qui élevait également seule 2 enfants, s'occupait du potager chaque saison et élevait des volailles. Victoria a traité la tante de Violetta avec indulgence. Elle pouvait traiter sa tante de confiture, elle ne l'interrogeait pas et ne lui apprenait pas. Jane jouait souvent avec les petits-enfants du voisin et la prenait bien. « Tu as l'air un peu maigre, Helga. Il est temps pour toi de quitter cette cuisine, a déclaré tante Clava en remuant son thé avec une cuillère dans sa tasse. Alors, où arrêteriez-vous ? Helga lui a fait signe de partir. À quoi servent les aides ? Ici, il y en a 2 qui grandissent. Violetta hocha la tête devant les photos des filles dans des cadres sur le mur. Helga fit tournoyer une tasse dans ses mains et regarda l'été flottant. Clava, je pense que mes enfants ne m'aiment pas, expira-t-elle, qu'est-ce que je fais de mal ? Oh, allez. Tante Violetta a agité ses mains. Tous les enfants aiment leurs parents, et les vôtres aussi. Tu fais tellement pour eux. L'individualité d'un enfant doit être embrassée. Sa vision du monde à encourager, à guider un peu, à soutenir. Et comment accepter, s'ils brisent leur vie future ? Dans son cœur, Helga a frappé son poing sur la table pour qu'elle renverse le thé. Mais c'est leur vie, et vous ne pouvez pas les protéger de toutes les erreurs, Violetta la calma, l'aidant à essuyer les flaques d'eau de son genou. Le monde change, et il change. Vous leur apprenez à l'accepter, mais que faites-vous ? Helga s'est soudainement figée. Les paroles de la voisine la piquaient dans l'âme, mais il était impossible de l'admettre. La femme a essayé d'être une mère attentionnée à partir de la position qu'elle avait elle-même vue dans son enfance et qu'elle pensait être juste. J'ai 2 garçons. Violetta s'est rassise. Alors qu'en penses-tu ? Ils buvaient et fumaient quand ils étaient jeunes, et sortaient et ramenaient de mauvaises notes à la maison. Mais maintenant, ils sont tous les 2 beaux, tous les 2 pères de famille. Ils m'amènent leurs petits-enfants le week-end. Les vrais hommes ont grandi. La voisine a tapoté sa paume sur la nappe. Je les ai grondés, bien sûr, dans le bon sens, mais j'ai laissé le droit de faire des erreurs. La femme a continué. Si tu insultais tes amis, tu recevrais une tape sur le cou de leur part. C'est comme ça que c'est élevé. Ce n'est que sur leur propre peau qu'ils comprennent. Je peux pas faire ça. Helga secoua la tête. Sa voisine lui prit la main d'un air conciliant. Et même si tu ne peux pas, l'essentiel est que tu les aimes et que tu veuilles le meilleur pour eux. Ils grandiront, ils comprendront plus tard. Et maintenant, laissez-les être sarcastiques, ne le prenez pas à cœur. Soyez au-dessus des singeries enfantines. Ils ont besoin de faire leurs preuves, d'écarter la queue, de les laisser faire. Helga se souvenait du tatouage de sa fille, des caprices et de la froideur de son fils et ne pouvait pas comprendre comment on pouvait réagir calmement à une telle attitude de la part de personnes proches. Bien que ce soit exactement ce sur quoi le gentil voisin insistait. Un paradoxe, pas autrement. Victoria est allée dans la capitale avec un Mexicain, après avoir bu le sang de sa mère à l'âge de 18 ans. Elle ne voulait pas étudier, mais a terminé quelques cours de gestion et d'administration. Helga a eu de nombreuses conversations avec sa fille sur la nécessité d'une éducation normale, mais tout était comme si elle parlait contre le mur. Victoria avait une opinion différente et continuait obstinément à démolir l'image féminine standardisée. Jane grandissait aussi, et au début Helga pensait qu'elle était une enfant douce et docile. Elle n'était pas sans âme et narcissique comme son frère, elle n'était pas égoïste et égocentrique comme sa sœur, elle aidait à la maison, même si elle hésitait à cuisiner et à nettoyer. Mais depuis qu'elle avait 14 ans, elle ne pensait qu'à la fête et aux garçons. Elle sautait souvent l'école, sortait avec des rendez-vous et traînait avec un prétendant et un autre. Les enseignants ont appelé Helga avec des interrogatoires et des demandes pour influencer sa fille en vain. Une fois, Jane a longtemps toléré la mère moralisatrice, puis a émis « Je suis jeune, je veux m'amuser. Il est temps que les livres moisissent. » Helga a été choquée par cette déclaration. Alors que Danny et Victoria avaient au moins des objectifs et des désirs, même s'ils n'étaient pas tout à fait à la hauteur de l'étalon or, Jane était sur le point de suivre un chemin tordu. Et c'est arrivé. Un jour, Helga a trouvé le paquet de cigarettes de sa fille dans une poche secrète de sa veste. Puis elle a fait irruption dans sa chambre et a tiré Jane de dessous les couvertures, endormie. « Tu fumes !» lui a crié Helga. « Je n'ai pas besoin d'un cendrier à la maison. » Elle a attrapé la sangle de son sac de sa chaise et a giflé sa fille défensive sur le dos avec. Helga n'avait jamais frappé un enfant, sauf quand elle était enfant, elle les aurait peut-être légèrement fessés,
mais ici c'était comme si elle avait craqué, comme si dans ce coup elle avait déchaîné toute sa colère pour eux 3 contre 1. Helga a ressenti beaucoup de colère contre elle-même pour cette explosion. Les mots de son fils à propos de Jane, qui avait été un fauteur de troubles, lui traversaient sans cesse l'esprit. Puis Jane ne lui a pas parlé pendant 4 jours. Elle n'a pas arrêté de fumer, mais elle l'a mieux caché, par dépit. Elle a également arrêté de faire des choses autour de la maison, également par dépit. Elle avait un garçon manqué en sa compagnie, un élève de 11e année et un beau garçon de la race qui rend folle les filles de moins de 20 ans. Jane n'a pas fait exception et est entrée dans l'affaire la tête la première. Michael étudiait mal, mais la conduisait secrètement dans la voiture de son père, la nuit lui apprenait à verser de la bière sans mousse et parlait toujours d'affaires troubles avec les gars. Jane était impressionnée et rêvait de s'enfuir avec son amant au bout du monde. Alors, le soir, sa mère les a surpris en train de s'embrasser devant la maison en rentrant du travail. Michael et sa famille Helga le savaient parfaitement. Rarement gagné sa vie n'importe où. Père buveur et mère bavarde. Elle a donné un coup de coude à Jane juste hors des bras de son beau. « Maman, pourquoi tu me déranges toujours ?» La fille a éclaté. « Tu devrais étudier, pas faire des câlins dans les coins avec ce clochard, dit Helga avec colère. Je vais m'en occuper moi-même. Vous n'avez pas vécu votre vie, laissez les autres vivre la leur. Tu vas comprendre, tu seras une fille qui marche. » Helga sentit que sa voix se brisait en un coassement et que son visage brûlait de colère et d'impuissance. Comment pourrait-on accepter une telle chose? Comment pourrait-on accepter la profanation délibérée de la vie de son propre enfant? Helga ne comprenait pas. Jane voulait dire quelque chose, mais se figea. Le scandale a pris fin lorsqu'Helga n'a pas trouvé les affaires de sa fille à la maison le lendemain soir. Elle l'a appelé, lui a écrit, lui a demandé de revenir, lui a demandé de reprendre ses esprits, mais Jane a brièvement dit qu'elle vivait maintenant seule et qu'elle n'avait pas besoin de sa mère, qui la considérait comme une fille ambulante. Alors la femme est restée seule dans la grande maison. Et l'autre dira que « vivez et soyez heureux », progéniture du coup, mais pas Helga. Peu importe comment les enfants la traitaient, il était plus difficile de venir dans des chambres vides. Elle a appelé Danny et Victoria, mais ils n'aimaient pas parler pendant longtemps, invoquant leur agitation. Ils venaient aussi rarement et pas pour longtemps. Tante Violetta venait rarement et éclairait d'une manière ou d'une autre la solitude de sa mère. Helga a même eu un chat pour l'empêcher de s'ennuyer, mais elle ne pouvait qu'écouter et miauler en retour. Bientôt, le long travail sur ses pieds et son âge 55 ans se sont fait sentir. Lors de l'examen, la femme a été informée de tout un tas de problèmes, varices, maladies cardiovasculaires, articulations. Peu à peu, Helga elle-même n'a pas remarqué comment elle a commencé à boire de l'alcool pour égayer la solitude et noyer les pensées tristes. Tante Clava est venue chez Helga et l'a trouvée endormie dans la cuisine, à table. La femme l'a réveillée. Dernièrement, Violetta était très inquiète de l'état de santé de son voisin. Elle était devenue insociable et pleurait tout le temps. Même la maison a commencé à tomber en ruine. Clava a essayé de lui rendre visite plus souvent, mais elle ne pouvait pas s'asseoir avec Helga sans rester avec elle. Elle avait 70 ans. Elle se leva d'un bond, regarda autour d'elle puis cacha honteusement la bouteille de vin derrière la table. « Tu en as assez de vivre seule, » dit Violetta quand Helga s'était nettoyée et préparait le petit déjeuner. « Qui a besoin de moi ?» Elle m'a fait signe de m'éloigner. Les hommes regardent les jeunes hommes, et je suis déjà vieux. Violetta sourit, même si elle voulait dire autre chose. Les hommes sont une question de temps, a déclaré le voisin. Mais je pense que tu as besoin d'un assistant et de compagnie. Mes aides sont parties, soupira Helga en posant le cacao. L'un des fils de Violetta fournissait souvent aux orphelinats des choses et d'autres aides de compatriotes inquiets. Les orphelins étaient censés recevoir des appartements dans le cadre d'un programme d'État lorsqu'ils atteignaient l'âge adulte. Mais dans la pratique, certains les attendaient depuis des années et d'autres ne les obtenaient pas du tout. Et tu devais vivre quelque part. Il y a une fille là-bas, Barbara, dit Violetta, une jolie fille, mais elle n'a pas eu d'appartement. Elle a donné naissance à un bébé à l'âge de 19 ans. Maintenant, elle erre partout où elle peut. Tu ne peux pas vivre dans un refuge. Et vous savez à quel point il est difficile avec les enfants de gagner de l'argent pour un logement loué. Je suis désolé pour la fille. Je ne comprends toujours pas où tu vas avec ça, voisin. Helga écouta attentivement. Je dis que tu devrais l'emmener avec toi, tu pourrais l'aider dans les tâches ménagères et elle ne s'ennuierait pas.
Et tu feras une bonne action. Vous n'aurez pas à travailler éternellement. Et je lui trouverai un travail de nounou dans un jardin d'enfants, a terminé Violetta. Helga fronça les sourcils, elle n'aimait pas la perspective de laisser un étranger avec un enfant entrer chez elle. Mais d'un autre côté, Violetta avait raison. Elle devenait déjà folle de solitude. Ça ne pouvait pas être pire. Victoria regarda avec irritation la boue sur ses nouvelles chaussures. La saleté de sa ville natale, où elle était tombée alors qu'elle sortait à peine du taxi. À la maison, douce maison, murmura la jeune fille entre ses dents serrées. Victoria n'allait pas rester ici longtemps, le lendemain elle avait déjà un avion pour la capitale, et Bye Barbara est restée dans un hôtel. Elle se préparait moralement à la rencontre avec ses proches, son frère aîné et sa sœur cadette. Après tout, pour la première fois depuis de nombreuses années, ils devaient tous se réunir dans le bureau du notaire pour l'annonce du testament de sa mère. La nouvelle a été une grande surprise. Victoria avait supposé que la maison leur reviendrait à tous les trois à parts égales selon la loi sur l'héritage. Mais pas ainsi. La fille était tourmentée par un mauvais pressentiment. L'appel avec les nouvelles l'a de nouveau surprise au retour des vacances. Maintenant, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Qui sait ce que sa mère, obsédée par l'exactitude, écrirait dans son testament? Et le fait même de son existence était une surprise modérément agréable. Il n'y avait rien à faire. Je devais retourner à bord de l'avion. Ce n'était pas, après tout, de laisser tous les biens de sa mère à ses proches. Victoria a même réfléchi dans sa tête à la manière dont elle pourrait retirer avec compétence leur part d'héritage à son frère et à sa sœur. Elle a même appelé des avocats familiers, qui étaient des visiteurs fréquents dans son agence de voyage, mais ils ont seulement haussé les épaules, disant qu'un testament fermé est un chat dans un sac et que certains projets ne peuvent être proposés qu'après son annonce. Le bureau du notaire était situé près du centre et près de l'entrée. De loin, Victoria remarqua une silhouette familière avec une tenue militaire. Tranquillement, elle se prépara à saluer son frère. « Salut. Tu es toujours la même, a-t-elle dit en s'approchant de lui. « Salut. Je ne peux en dire autant pour toi, regarda Danny fixement sa sœur. Il n'aimait pas sa coupe de cheveux, ni les tatouages déjà sur les deux bras qui jetaient un coup d'œil à travers le chemisier translucide, ni les chaussures à talons aiguilles couleur citron et le pantalon rouge. Victoria a apprécié le regard et a roulé des yeux, mais a rapidement retrouvé son sang-froid et son expression neutre. Ils ont échangé de courtes phrases sur la vie, la météo et la nature et ont attendu le dernier participant de la réunion. Étonnamment, il n'y avait presque ni désir ni tristesse dans les paroles de ces personnes, seulement une irritation mal dissimulée face à la nécessité de perturber le mode de vie habituel. Personne n'a même pensé à aller au cimetière pour dire au revoir aux défunts. Se moquer de sa sœur cadette était probablement la seule chose que Danny et lui avaient en commun. Bientôt un taxi s'arrêta devant le bureau. Jane, épuisée, en sortit précipitamment. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval, son t-shirt froissé sortant de son jean. « Je suppose que tu avais raison », murmura Danny à l'oreille de Victoria, regardant son parent avec mépris. « Tu es en retard », dit Victoria sans salutation ni cérémonie au visage de sa sœur cadette. « Je sais », répliqua Jane, « ce n'est pas de ma faute si le bus a pris si longtemps. » Victoria roula de nouveau les yeux et repoussa sa frange de côté. « Pardonnez-moi », dit Danny à voix basse, ouvrant déjà la porte. « Nous avons des choses plus importantes à faire en ce moment. » Le notaire, ressemblant à un canari d'affaires, a assis tout le monde sur des chaises. « Tout d'abord, mes condoléances pour votre perte. Perdre une mère est un coup dur. »« Je suis désolé, » Danny l'a coupé, « mais nous sommes des gens occupés, nous n'avons pas beaucoup de temps. » « Nous sommes des gens occupés, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Le notaire hocha cérémonieusement la tête et demanda le certificat de décès du testateur. Danny sortit le document de sa mallette et le lui tendit. L'homme a parcouru les papiers des yeux, a assuré quelque chose, a fait une courte note et a finalement sorti une enveloppe du tiroir de son bureau. Il a montré sa signature et la date dessus. Ma mère a dû le sentir, le document a été rédigé 6 mois avant qu'elle ne parte dans l'autre monde, murmura Victoria, ne s'adressant à personne en particulier. La deuxième enveloppe a également été rédigée selon toutes les règles, avec les signatures de 2 témoins et du notaire lui-même. Dans l'une des signatures, Victoria a reconnu la main de sa voisine tante Clava. L'enveloppe fut ouverte et enfin le papier nécessaire reposa sur le bureau du notaire. Le testament du défunt était rédigé sur une feuille de papier ordinaire jaunie d'un vieux cahier,
qui ne correspondait pas au bureau et à la situation. Pendant que le notaire lisait le texte, Victoria tapota nerveusement ses ongles sur l'écran du téléphone. Elle tenait un emballage de bonbons dans ses mains et Danny craquait ses jointures. Tout le monde a compris l'importance du moment et a attendu. Le notaire leva les yeux vers l'auditoire et fit une pause expressive. « Je lègue tous mes biens à Barbara Miller. » Il y avait un tel silence qu'on pouvait entendre une mouche ramper sur l'un des dossiers de l'étagère du fond. « Je suppose qu'il n'y a pas de meunier ici ?» Le notaire avait l'air tout aussi surpris des jeunes, à qui Victoria se leva la première de sa chaise. « Qui diable est Miller ? Quel genre de bordel se passe-t-il avec vous de toute façon ?» Elle se précipita vers la table, voulant voir par elle-même si ce qu'elle avait entendu était une erreur ou une blague. Mais l'écriture de sa mère disait exactement ce qu'elle avait entendu. Aucun des noms des 3 enfants qu'Helga avait mis dans le testament, comme en témoignait la signature complexe au bas avec ses nombreuses fioritures. Victoria se souvenait du lycée essayant de le copier dans son journal et échouant lamentablement à chaque fois. « Nous n'allons pas laisser tomber », a menacé Danny le notaire, qui voulait également une plus grande part de l'héritage. « Ouais, suis tout ce que tu veux. » Le notaire haussa les épaules indifféremment. « Mon affaire est terminée. Oh, et n'oublie pas les copies. » Sous les regards perplexes, perdus, quelque part en colère des personnes présentes, il a fait 3 copies du testament, les a certifiées conformes et les a remises à chacun à tour de rôle. J'ai un fils qui grandit, il a aussi besoin d'un endroit où vivre. Danny a insisté sur le mot « fils ». Les réparateurs ont commencé à inspecter les fils et leur emplacement, puis ont regardé le poteau avec des visages sérieux, se sont grattés l'arrière de la tête, se sont plissés les sourcils, et en conséquence ils ont dit « Vous avez un fil ici qui n'est pas connecté au compteur. Ouais, et le revêtement dessus est usé. On devrait le couper et voir s'il n'y a aucun signe de court-circuit. Je ne pense pas qu'il y ait de short, la télé fonctionne, les ampoules sont intactes. » Helga haussa les épaules. « Tu pourras dire la même chose aux pompiers plus tard, » lui dit indifféremment l'un des hommes. La femme n'avait d'autre choix que de laisser les ouvriers entrer dans la maison, et ils ont commencé à y faire beaucoup d'activités, ils ont commencé à grimper le long des prises, à cueillir le plafond, à regarder dans le tableau électrique, à étudier comment les fils étaient posés. Et ils n'ont même pas enlevé leurs chaussures sales. Helga soupira seulement. 10 minutes plus tard, l'un des ouvriers revint vers elle et avec un visage triste lui dit « Maîtresse, il y avait une fuite dans le plafond près du standard. Et les prises ne sont pas mises à la terre, vous devez réparer, sinon ça va frapper, surtout sous la pluie, et c'est tout. » Il a même fait des yeux effrayants pour me convaincre. Comment ça se peut? Combien d'années j'ai vécu et tout est calme. Helga a seulement éclaboussé avec ses mains. Tant d'années tu vis, et ça arrivera demain. A continué à effrayer son interlocuteur. Soudain, son partenaire est sorti du couloir, et Barbara est sortie avec un téléphone dans une main et une lourde carafe en verre dans l'autre. Nous n'avons rien à changer, dit-elle sévèrement en secouant le tableau. On n'a appelé personne. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Nous sommes venus réparer les dysfonctionnements, a agité ses mains vers l'homme en salopette bleue. Dépannage que vous venez de faire vous-même. Sors d'ici. Où dois-je appeler la police? Barbara a montré le numéro composé à l'écran. Les hommes remirent la tête sur leurs épaules et se regardèrent avec appréhension. Helga était abasourdie, mais sa main reposa instinctivement sur la table, où se trouvait à proximité la vieille louche qu'elle avait récemment utilisée pour verser de la soupe pour le déjeuner. Ces électriciens, pour ainsi dire, sont venus sans outils, sans papier et avec un morceau de papier provenant d'Internet. Appelez et faites-les récupérer. Après ces mots, les hommes se sont précipités hors de la maison, à tel point qu'ils ont failli prendre la porte. Helga n'a eu que le temps d'entendre de la cour à travers la fenêtre, « Tu as dit que c'était une femme vivant seule, serre. » Quand son cœur s'est calmé et que sa respiration est redevenue régulière, Helga était déjà assise à table en attendant que Barbara mette un sédatif dans son verre. « Comment as-tu réalisé qu'ils étaient venus ?» Elle a demandé à la fille. « J'ai vu et entendu par la fenêtre comment tu les as laissés entrer. Et j'ai tout de suite remarqué qu'ils venaient sans outils. Les électriciens ne se promènent pas comme ça, et ils ne viendront pas à moins que vous ne les appeliez. » Barbara regardait les gouttes sur le goulot de la fiole, et puis l'un d'eux a laissé tomber le papier qu'il vous poussait au visage. Et puis c'était clair. Elle posa le verre devant Helga, sortit un morceau de papier froissé de sa poche.
C'était un permis d'installation scanné de travers il y a 3 ans. Oh, soupira la femme. Que aurais-je fait sans toi? De toute évidence, je me serais retrouvé sans économie, répondit sans embâche Barbara. Mais tout s'est bien passé. Mais changeons les serrures de la porte et de la porte. On ne sait jamais. Les femmes sont devenues presque proches les unes des autres. Barbara s'est fait des amis parmi le jeune personnel du jardin d'enfants. Elle demandait parfois à Olga de garder son fils pendant qu'elle prenait le temps d'aller chez le coiffeur ou d'acheter quelques petites choses. Olga était seulement heureuse de s'occuper d'Albert. Elle le considérait même comme son petit-fils. Comme ces moments heureux étaient différents des quelques heures misérables qu'elle était autorisée à passer avec son petit-fils de sang. Danny et sa femme la critiquaient toujours pour tout et arrachaient littéralement l'enfant de ses bras. C'était différent avec Albert. Il s'assemblait joyeusement avec des pyramides d'anneaux de couleur Elga, jetait des cubes et des balles, apprenait à marcher, soutenu par une femme attentionnée. Barbara venait parfois y regarder du coin de la rue, avec quelle révérence Elga traitait son fils. Tout le monde comprenait tout, et tout le monde en avait besoin. Un soir, la fille est entrée dans la cuisine pour prendre le bébé à la propriétaire et a remarqué une légère tristesse sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Barbara a demandé avec inquiétude. « J'ai mal au cœur pour mes propres enfants, » soupira Elga. « J'aimerais qu'on puisse communiquer avec eux comme on le fait avec toi. À propos de tout dans le monde, au moins au téléphone. Ils ne m'ont pas appelé ni écrit depuis 6 mois. Jane m'ignore complètement. » Barbara y a réfléchi. « Je pense que tu peux essayer de réparer ta relation avec tes enfants. Il faut juste de la patience. J'ai supporté un mari autoritaire toute ma vie. Je suis sûr que j'ai assez de patience. » Elga regarda la fille sérieusement. « Oui, » se corrigea Barbara, hochant prudemment la tête. La déception et la tristesse n'ont laissé Olga seule que le soir. Elle réalisa qu'une tentative ne suffisait pas, qu'il en faudrait plus, et déjà la première lui avait coupé l'âme avec un couteau. C'était même effrayant d'appeler Danny, il était le plus insensible et le plus froid des trois. La femme ne savait même pas quel mot choisir pour une conversation aussi importante avec son fils. Seule la proximité de Barbara, son soutien, sa sincérité et sa participation ont donné à Elga force et détermination. Danny a décroché le téléphone immédiatement. Contrairement à Victoria, son « bonjour » clair et formé au service a traversé la maison même depuis le minuscule haut-parleur. « Bonjour, fils. » Elga a commencé. « Je voulais. » « Maman, dépêche-toi » l'interrompit Danny avec irritation. « J'ai des choses à faire. »« Quoi de neuf ?»« Rien, rien. » La femme a laissé ses yeux s'affaisser tristement. « Je ne te dérangerai pas alors. »« Ouais, vas-y, » est venu de l'autre bout. « On réessayera plus tard. »« On ne peut pas abandonner. » Barbara prit confortablement les mains d'Elga dans la paume de sa main. La femme ne pleurait plus après le deuxième appel, mais il y avait un air de détachement dans ses yeux. « Barbara, je pense que ça ne sert à rien. Ce sont des adultes, et ils se sont habitués à m'ignorer il y a si longtemps qu'il est trop tard pour les rééduquer. Et votre cadette, Jane? Elle est un peu plus âgée que moi. » Barbara se demandait. « Je ne connais pas ses contacts, » dit Elga embarrassée. « Elle m'a bloqué partout après le combat. Je sais seulement qu'elle vit en ville et étudie. » Eh bien, au moins un canal de communication aurait dû être laissé. Barbara ne voulait pas s'arrêter. Soudain, Elga se leva d'un bond et, marmonnant quelque chose, se précipita dans la pièce. Elle fouilla longuement dans la commode, puis sortit un journal poussiéreux. Parmi les recettes, les notes sur la façon de bien laver le coton et les numéros de téléphone, la femme a trouvé l'adresse email de sa fille. Elle avait utilisé cette adresse une fois, au lycée. Comment je ne m'en souvenais pas avant? C'est mieux que rien, approuva Barbara. On pensera à quelque chose à écrire ce soir. En attendant, on aura peut-être de la glace. Des glaces en décembre? Elga sourit. Pourquoi pas? Barbara lui fit un clin d'œil. Qui a dit que tu ne pouvais pas? L'humeur deviendrait immédiatement meilleure. Juste ce que le médecin a ordonné par une journée aussi sombre. Avec ces mots, la fille est allée au congélateur chercher une briquette de plombier. Elga regardait. Elle réalisa que Barbara faisait de son mieux pour garder le moral, mais son cœur maternel lui ferait toujours mal.
Même si elle était devenue comme sa propre fille, elle ne pouvait pas réparer seule les erreurs du passé. C'est incroyable de voir à quel point des problèmes communs peuvent parfois rassembler des ennemis jurés et les réconcilier. De retour dans leurs villes respectives, Victoria, Jane et Danny ont ouvert une salle de discussion générale où ils ont discuté de leur testament contesté. Il a fallu quelques semaines pour découvrir l'identité de Barbara et obtenir l'histoire de l'extérieur. Bien qu'avec un grincement, l'entreprise a accepté de partager l'héritage également entre les trois d'entre eux. Néanmoins, Victoria a harcelé l'avocat avec des questions sur la façon légalement compétente d'en retirer plus. Le pauvre garçon regrettait déjà de s'être embrouillé avec elle et maudissait mentalement tous les dieux qui avaient autrefois inventé la cour et l'héritage. « C'est intéressant, » répondit Danny, une fille gauchère avec un enfant vivant sur la Dole. Depuis 1 an, et sa maman lui a été décrite pour cela. De quel genre de manège d'une générosité sans précédent s'agit-il? Puis-je vivre comme ça aussi, et soudainement dans 1 an ou 2 avec un appartement? Jane a terminé. Victoria cliqua son stylo avec irritation. La situation l'a énervée. Le monde de la tranquillité, de la dimensionnalité, des revenus stables, de la fête et des vacances a tremblé à cause de cette volonté idiote. Maintenant, par les efforts de sa mère, il faut faire des histoires, dépenser de l'argent et du temps. Oui, les proches savent comment mettre un cochon sous la porte, s'étira-t-elle dans son souffle. La communication avec son frère et sa sœur était ennuyeuse, Danny avec le bébé, Jane avec le manque d'endroits où vivre. Barbara et Albert étaient allés à la garderie, et Helga venait de rentrer d'un quart de nuit en tant que cuisinière. Pendant des semaines, la femme avait été en proie à de vagues prémonitions. Elle réfléchissait depuis longtemps, décidait, calculait quelque chose dans son esprit, pesait les choses, mais Barbara n'avait rien dit. La femme frissonna, y réfléchit encore quelques fois et alla voir sa voisine. « Violetta, je veux rédiger un testament », lâcha-t-elle en s'asseyant devant elle. « Que Dieu soit avec toi, Helga. » Tante Clava a agité ses mains. « Tu vas mourir ? J'ai une prémonition. Je sens que je dois le faire maintenant. » Lorsque tante Clava a cessé de japper à propos de la déclaration du voisin, elle a clarifié. « J'ai planifié depuis longtemps, mais je pense que je fais la bonne chose. » Eh bien, vous devez donc appeler un notaire si vous y réfléchissez. Oui, sans lui, la procédure ne peut pas être effectuée, a confirmé Helga. Les femmes ont appelé le bureau du notaire et ont pris rendez-vous. Le notaire a dit que 2 témoins seraient nécessaires. Ne le dis pas à Barbara, s'il te plaît, demanda Helga à sa voisine avant de partir. Alors j'ai pensé que nous allions l'utiliser comme 2e témoin, a éclaboussé la voisine de ses mains. Helga secoua la tête, non, nous ne pouvons pas l'avoir. Violetta pensa, j'ai un fils qui arrive ces jours-là. Peut-être lui. Helga hocha la tête d'accord, dit au revoir à sa voisine et rentra chez elle le cœur légèrement soulagé. La veille, elle avait passé beaucoup de temps à composer autre chose, un email à sa plus jeune fille, et avait écrit beaucoup de pages. À l'aide de Barbare, elle s'est créé une boîte aux lettres et a lentement retapé le texte à l'écran. Cela faisait 1 semaine qu'il n'avait pas été envoyé, mais la boîte de réception était tout aussi triste et vide. Barbara avait dit que tôt ou tard sa fille répondrait quelque chose, un seul mot. Helga essaya d'y croire. Elle essayait généralement de remarquer plus de bonnes choses autour d'elle. C'est devenu une nécessité quotidienne aiguë sur le chemin pour se débarrasser des sentiments colossaux de culpabilité et de ressentiment envers elle-même, ses enfants et la vie. Et parfois Helga sentait qu'elle réussissait. Dans la poliotestrisa, dans la lueur du soleil, dans la chaleur d'une tasse de thé parfumé passée de main en main, elle rassembla les grains de son médicament. Et à côté d'elle se trouvait celle qui a toujours soutenu et protégé la fragilité de son âme en convalescence. Victoria a enrôlé toutes ses relations et embauché le meilleur avocat disponible pour contester le testament de sa mère dès que possible. Cela a pris plusieurs mois, mais la fille a atteint son objectif. Le tribunal a confirmé qu'en tant qu'héritier direct du premier tour, les enfants autochtones du défunt, Victoria, Danny et Jane, ont tous les 3 le droit légal de recevoir tous les biens de la mère. Cependant, la 2e partie du plan n'a pas pu être réalisée. L'héritage a été attribué à parts égales à chacun. Prendre le téléphone dans ses mains et écrire à ses enfants ses pensées ont provoqué une stupeur chez la femme et la peur d'un nouveau rejet du contact. C'était tellement étrange. Elle le voulait et le craignait à la fois. Et puis Helga a poussé les pensées lourdes avec un effort et a commencé à se souvenir de la promenade d'automne dans le parc et après le spectacle de cirque.
Elle imaginait y aller avec Victoria ou Jane. Finalement, après avoir suffisamment écouté, Helga compose le téléphone portable de sa fille aînée. Bonjour. La voix de Victoria est apparue après une série de longs bips. Bonjour Victoria. Helga expira, rassemblant ses forces. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi appelles-tu? La voix de sa fille est devenue suspecte. Tu veux que j'envoie de l'argent pour le médecin ou quelque chose comme ça? Non, ma fille, je veux juste te parler. Eh bien, tu parles, j'écoute, d'accord à l'autre bout du fil. Quelque chose bruissait dans le téléphone. Une personne bien informée se serait immédiatement rendu compte que l'appel avait été mis sur haut-parleur. Victoria, toi et moi ne nous sommes jamais compris, commença Helga. C'est probablement de ma faute. J'ai imposé ce dont j'étais mécontent sans m'en rendre compte. Pardonne-moi, mais maintenant je réalise mon erreur et je veux savoir comment tu vis et respires. Je veux qu'on puisse parler comme des copines et ne pas avoir de rancune. Ça te va avec ça? Il y avait des clics, des marmonnements lointains, des ecchymoses. Pourquoi parles-tu à tes copines? La voix de Victoria venait de quelque part, comme de loin. Tante Violetta est venue, ou quoi? Ensuite, il est devenu clair que la fille réglait certains problèmes de travail sur un autre téléphone. Oui, on discute. Les lèvres d'Helga tremblaient. Au revoir, ma fille. Elle appuie sur le bouton d'annulation et la plèvre, se couvrant le visage. Barbara se prépare à réconforter la pauvre femme, mais elle saignait comme un animal blessé. Oh, je suis une vieille idiote, se gronda Helga à travers ses sanglots, espérant un miracle. Qui a besoin de moi avec mon moral? Moi oui. Et c'est encore. Helga la regarda d'un air abattu, maculant ses larmes. Un peu plus tard. Rien, se frotta Victoria les mains en quittant la salle d'audience, nous ferons notre propre truc ici. C'est ce que faisait le patron autoritaire d'une agence de voyage lorsque les méthodes légales étaient épuisées. Quelques conversations. Frapper les bons points douloureux. Intimider, ramasser la saleté. Quelle différence cela fait-il de savoir comment elle obtient ce qu'elle veut? Danny et Jane ne sont pas venus au procès. Le premier citait les droits, le second les frais de déplacement. Victoria seule représentait les intérêts des trois, bien que l'intérêt ici soit plutôt entièrement le sien, et les parents ont été informés de l'entrée dans l'héritage par lettre recommandée de l'avocat. La jeune fille réfléchit aux moyens d'action, comment forcer les imbéciles, frères et sœurs, à vendre les biens de la mère le plus tôt possible afin de leur cacher une partie des revenus de la transaction. Les plans de Victoria étaient napoléoniens, elle aspirait depuis longtemps à ouvrir une deuxième succursale de l'agence, à échanger son une chambre contre un deux chambres plus près du centre et, bien sûr, à se rendre aux États-Unis. Division injuste de l'argent, parents défavorables, Victoria ne se souciait pas de ce qu'il fallait dire d'une fille étrange avec un enfant étrange. Ni Barbara ni tante Clava n'étaient présentes au procès. La femme âgée et la jeune mère n'avaient aucune possibilité d'aller dans la capitale, même si elles savaient ce qui se passait. Barbara a été stupéfaite lorsqu'elle a appris qu'Helga lui avait laissé tous ses biens. La fille était très confuse. Elle a subi 2 chocs en un mois, d'abord de la mort d'Helga, puis de son testament. La femme est décédée dans son sommeil, elle a eu une crise cardiaque. Barbara l'a trouvée sur son lit à son retour du travail. C'était 2 mois après la rédaction du testament. Helga sentit et n'avait pas tort, malheureusement. L'âme de Jane a été réchauffée par la nouvelle que Victoria avait contesté le testament et qu'elles étaient maintenant toutes les 3 les propriétaires légitimes de la maison, du terrain et du garage. Jane a été tentée de chercher un appartement confortable en banlieue. Elle rêvait déjà de déménager là-bas, quel genre de réparation elle ferait, quel genre de canapé elle achèterait. Tous les dossiers scolaires les plus éloignés de l'ordinateur portable ont été creusés de part en part. Rien n'a pu être trouvé par la recherche du système non plus. Jane était déjà nerveuse, imaginant une nuit blanche de préparation d'essai, mais sa mémoire suggérait obligeamment qu'elle avait envoyé son travail à la boîte aux lettres de l'enseignant en 10e année. Elle devait se souvenir du mot de passe d'une boîte aux lettres inutilisée depuis longtemps. Après de nombreuses manipulations, Jane a réussi à se connecter au compte. Elle commença à parcourir sa boîte de réception avec intérêt. Il y avait surtout des offres publicitaires, des lettres de certains escrocs tristes, des photos d'archives avec ses camarades de classe. Stop! Qu'est-ce que c'est? Soudain, une lettre d'une adresse inconnue attira l'attention de Jane.
C'était remarquablement différent de tout ce qui s'était accumulé dans sa boîte email pendant tant d'années. Et la lettre n'était pas si ancienne, elle avait été envoyée il y a un peu moins de 8 mois. Mes yeux couraient le long des lignes, indifféremment au début, mais à chaque mot que je lisais, l'intérêt, l'anxiété, l'embarras, la réalisation et la honte grandissaient comme une boule de neige. Bonjour, ma fille. Comment es-tu là? Je ne sais pas si vous lirez ma lettre ou non, mais j'espère quand même pour la première. Je veux te demander pardon pour tout, du début à la fin. Pour l'éducation avec laquelle vous n'étiez pas d'accord. Pour mon désir de te modeler en une copie de moi-même et de te condamner au même tourment, pour ne pas prêter attention à ton monde intérieur. Et pour l'abîme qui nous séparait ce soir-là dans la cour, se transformant en années de silence et de froideur. J'espère que tu me pardonneras. Je n'ai réalisé mes erreurs que des années plus tard. Mais je ne blâme aucun de vous trois. Vous avez grandi pour être qui vous avez grandi, et je suis toujours secrètement fier de vous tous. Mais on a fait tellement d'erreurs. Les ressentiments, les malentendus, la dureté, la grossièreté, nous ont tous divisés comme si nous étions des étrangers. Combien de vos moments heureux que j'ai manqués et que je n'ai pas vus. Pour lequel je me blâme maintenant terriblement. Je n'aurais pas osé t'écrire, ma fille, si je n'avais pas eu d'aide. J'ai rencontré une fille qui m'a ouvert les yeux et m'a montré de quoi je m'étais privé pendant toutes les années de ton enfance. J'ai enfin la force de l'admettre. Je réalise que je demande l'impossible, mais essayons de devenir un peu plus proches en tant que membres de la famille. J'espère de tout mon cœur une réponse rapide. Ta mère Helga. Jane a lu la lettre. Ses lèvres sautèrent, ses épaules tremblèrent. Elle se jeta en arrière sur sa chaise et fondit en larmes. Ces paroles pures et sincères de sa mère ont brûlé toutes les années de ressentiment de l'âme de Jane. Cette nuit-là, la fille n'a pas dormi. Elle a oublié l'essai, ses études. Elle a oublié qu'elle devait aller à ses cours le lendemain. Jane resta assise sur le sol de la pièce contre le mur jusqu'au matin, serrant dans ses bras un petit jouet en peluche qu'elle avait ramené de chez elle il y a de nombreuses années. Il lui avait été donné par sa mère pour le 1er septembre. Le jouet avait accumulé de la poussière sous le canapé dans un sac pendant des années. Mais aujourd'hui Jane l'a trouvé. À l'aube, Pluche était mouillé de larmes, les yeux gonflés. À peine une horloge montrait. Oui, Jane réalisa qu'il était temps. Ou plutôt, il était déjà temps. Elle feuilleta frénétiquement l'annuaire téléphonique, cherchant le numéro de tante Clava. L'ayant trouvé, la fille a appelé la femme âgée, s'est excusée à plusieurs reprises et avec difficulté, mais a obtenu d'elle le numéro de téléphone de Barbara. Ses doigts se contractèrent. Jane expira, essuya à la hâte une larme avec la paume de sa main et composa les numéros. Bonjour, Barbara. Tu ne me connais pas, mais il faut qu'on parle. Je m'appelle Jane. Je suis la plus jeune fille d'Helga, et je veux te donner ma part de l'héritage.